Habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole, il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Bloodcast, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Grandgenèvre. Pierre est un de nos confrères qui est psychiatre. Pierre va nous parler aujourd'hui, alors qu'on est un petit peu maintenant à distance de la crise du Covid et des conséquences psychiques qu'il a pu avoir dans le contexte du personnel soignant. Pierre, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Pierre, je vais commencer par la question qu'on pose à tous nos auditeurs dans cette émission depuis le début. C'est est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, alors je m'appelle Pierre, j'ai 38 ans, je suis médecin psychiatre au CHU de Lille, je suis également docteur en neurosciences et volontaire de la cellule d'urgence médico-psychologique du 59. Ok. La cellule médico-psychologique du 59. Alors la cellule d'urgence médico-psychologique, ou la CUMP, comme on entend beaucoup parler, notamment dans les médias, c'est une cellule d'urgence qui se mobilise sur des événements exceptionnels, extraordinaires, de plus ou moins grande ampleur, comme par exemple un accident de la route où il y aurait beaucoup d'impliqués, un accident dans une entreprise, et puis malheureusement dernièrement, comme sur les attentats, les ouragans par exemple. Ok. Alors pour nos auditeurs, tu es le premier psychiatre interviewé dans cette émission. Est-ce que tu aurais une définition relativement simple à donner aux gens qui nous écoutent de ce que c'est que le métier de psychiatre ? Alors bien sûr, le psychiatre, c'est un médecin, donc c'est une personne qui a fait un cursus médical commun et puis qui s'est spécialisé pendant 4 ans en psychiatrie, et c'est donc un médecin qui s'occupe de maladies mentales comme par exemple la dépression, la schizophrénie, les troubles anxieux, chez les adultes, mais aussi il y a des psychiatres qui travaillent chez l'enfant et qui s'occupent de maladies comme par exemple l'autisme, entre autres. D'accord. Ok. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus clair. Donc tu nous as parlé de la CUMP, la cellule d'unité médico-psychologique. La cellule d'urgence, médico-psychologique. Ouais. Tu nous as bien expliqué que c'est pas forcément quelque chose de spécifique lié à la crise du Covid, c'est quelque chose qui est antérieur à tout ça. Donc moi, la question que je voulais te poser, c'est que ces choses-là existent déjà d'avant. C'est-à-dire le psychotromie, c'est quelque chose qui existe déjà d'avant. Toi, d'un point de vue personnel, la crise du Covid et toi sur le plan professionnel, quel a été ton ressenti et ton vécu là-dessus ? Alors c'est vrai que la crise du Covid est un peu en marge, je dirais, des activités communes de la cellule d'urgence médico-psychologique. Nous, on l'a pris vraiment comme une situation de crise en sens général. Et du coup, sur un plan professionnel, ça a impliqué de nombreux remaniements. Alors des remaniements qui ont été plus ou moins faciles du fait de l'arrêt de certaines de nos activités communes, comme par exemple la consultation du fait du confinement qui s'est arrêté ou alors qui s'est déroulé par téléphone. Et donc rapidement, avec une partie de l'équipe, on s'est mis, comme on a l'habitude de le faire, dans un contexte de crise, en situation de crise, qui a nécessité plusieurs phases. La première phase, c'est vraiment une phase d'organisation et de mise en place de dispositifs. Et puis une phase d'organisation parce qu'en parallèle, il y avait d'autres activités comme la gestion des urgences qui continuaient. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on organise quelque chose pour un contexte de crise que le lieu commun des soins courants qu'on a l'habitude d'avoir se sont arrêtés pour autant, donc il faut aussi s'organiser sur ce plan-là. Tout à fait, il faut s'organiser, donc avec l'aide notamment de ses collègues pour redistribuer un peu les tâches de certains, parce que l'organisation et la prise en charge spécifique en cas de crise sanitaire est très chronophage, prend beaucoup de temps, et on a dû solliciter l'aide des internes, des volontaires aussi de la cellule d'urgence médico-psychologique qui aussi pouvaient être libérés du fait d'une modification de leur activité commune pour nous donner des coups de main. D'accord. Pas mal de changements sur le plan pro dans les premiers moments du Covid, même en termes d'organisation de soins courants pour les patients qui sont
qui doivent continuer à être suivis, tout ça. Tout à fait, ça a été un changement radical. Hein. Comme je disais, la consultation, toutes les consultations se sont arrêtées. Donc, on a essayé de garder un lien avec nos patients par téléphone. L'accès aux urgences, lui, était encore possible, mais on a constaté, et peut-être malheureusement, une diminution de l'accès aux soins de patients en souffrance. Et en parallèle, la situation de crise. Alors, la situation de crise, elle est, je disais qu'elle était très différente de nos actions habituelles parce que d'habitude, on a un fonctionnement et un roulement de notre fonctionnement qui fait qu'on intervient en général sur des missions de 48-72 heures. Ouais. Là, ça a été une mission d'un mois et demi. Quoi. Ça a été une mission d'un mois et demi, voire 2 mois, qui était aussi très particulière parce que d'habitude, en mission, quand la mission s'arrête, eh bien, soit on retourne chez soi, soit on est dans des moments en équipe quand on part sur des lieux hors de la région. Là, quand on rentrait, on était encore dans la crise du fait du confinement, du fait de ce qui pouvait se passer. Donc ça a été une gestion de crise très particulière. Ok. Bah écoute, ça amène naturellement à la transition suivante donc, de cette émission qu'on a préparée ensemble. On va parler plus spécifiquement du ressenti et du vécu psychologique des soignants durant cette crise. Qu'est-ce que cette crise a finalement modifié et induit chez les personnes qui, elles, ont été en première ligne, comme vous. Vous êtes dans l'accompagnement des personnels soignants, mais les personnels soignants, eux, ont été durement touchés, en tout cas sur le plan physique, psychique et psychologique, on pense. Et vous avez mis en place, en tout cas, vous avez été dans votre cellule d'urgence médico-psychologique, vous avez dû mettre en place quelque chose pour les accompagner. Donc, on va parler d'ailleurs des ce qu'on appelle de la gestion de crise et des angoisses et craintes qu'elles ont pu susciter chez le personnel soignant. Et on va faire aussi une petite analogie. On va discuter de cette épidémie inédite, ce qu'elle a apporté sur son confinement, ce qu'elle a apporté comme traumatisme chez le personnel soignant et pourquoi on fait le parallèle entre ce que les soignants ont vécu et ce qu'on appelle l'ESPT, alors qu'on définira tout à l'heure, et le trauma psychologique dans ce genre d'événement. Pourquoi l'ESPT apparaît, qu'est-ce que ça induit et qu'est-ce que cette crise a amené avec elle. Donc, la question que je te pose là tout de suite, c'est est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est que le psychotrauma lié à une crise et pourquoi le Covid s'en rapproche? Tout à fait. Alors, c'est là qu'on va pouvoir justement préciser les choses. Alors, l'ESPT, c'est l'état de stress post-traumatique. C'est globalement la maladie, le trouble que souhaitent prévenir ou qu'essayent de prévenir les cellules d'urgence médico-psychologiques quand ils interviennent. C'est là qu'on parle de la définition du psychotrauma. Alors quand on en parle sur un terme médical, le psychotrauma, ça va être une confrontation brutale et inattendue, soit à sa mort, soit à la mort d'un proche. Et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure en introduction que dans le cas de la crise sanitaire, on était un petit peu aux marges avec l'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique, c'est qu'on sait que dans la crise du Covid, le trouble d'état de stress post-traumatique n'était pas celui probablement qu'on allait rencontrer le plus. Ce trouble concerne probablement des personnes, ou des soignants, mais aussi de la population qui ont pu être atteintes de ce virus et se voir confrontés à leur mort, ou alors dans des situations extrêmes avec des décès très brutaux d'urgence. Mais les principaux signes qu'on a pu repérer étaient des signes plutôt en lien avec l'angoisse, le stress, qui se manifestaient par l'insécurité pour soi, l'insécurité pour ses proches, les angoisses aussi, le stress en lien avec le confinement, qui nécessitait forcément de se réadapter à une situation nouvelle, avec un sentiment aussi très très important d'incertitude. On ne savait pas quand ça allait s'arrêter, on ne savait pas quand allait être levé le confinement. Et donc tous ces événements, plutôt que de provoquer un psychotrauma, provoquent un état de stress qui peut être très intense et très difficile à gérer. Ouais, donc c'est bien de faire un peu la part des choses. Donc il y a l'ESPT, donc vraiment le syndrome de stress post-traumatique lié à des choses auxquelles on est confronté, qui sont des choses violentes ou brutales. Tout à fait, inattendues. Du trauma psychologique qui est inhérent, enfin lié en tout cas au mauvais vécu, en tout cas dans l'incertitude de l'évolution des choses, qui est lié à l'état dans lequel on est qu'on subit finalement. Qui est lié aussi finalement à cet état de gestion émotionnelle très difficile. Très difficile. Par la peur, la colère, donc faut bien faire la fatigue. Il faut bien faire la différence entre les deux. Tout à fait. Ok. Écoute, c'est hyper intéressant. Moi, ça me permet de m'éclaircir dessus parce que tu vois, j'avais assimilé l'ESPT et le psychotrauma, mais c'est pas la même chose. Donc déjà pour les gens qui nous écoutent, on peut déjà faire cette distinction. Donc, on va parler donc, des soignants et de l'accompagnement psychologique des soignants. Pourquoi
un événement comme une crise, ou en tout cas comme pourquoi le Covid en lui-même a-t-il impliqué autant de conséquences sur le psyché et sur la psychologie des soignants? Alors, parce que dans l'addition de la crise, c'est un moment où il faut réussir à se restabiliser. C'est-à-dire que la crise désorganise. Elle désorganise forcément. Et devant cette désorganisation, ça va engendrer la mobilisation de ressources qui peuvent être très importantes. Aussi bien sur le temps physique, sur le point physique, des ressources. On a vu des soignants qui ont passé énormément de temps, d'heures au travail, mais aussi une désorganisation émotionnelle avec une intensité émotionnelle beaucoup plus importante qu'à l'ordinaire. Les soignants, notamment les soignants de réanimation avec qui j'ai passé beaucoup de temps, ont l'habitude de voir des gens qui vont mal, ont l'habitude d'être confrontés à la mort, mais n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir une confrontation si intense et si répétée à des situations extrêmes. Au-delà de ce milieu professionnel, on ne peut pas dissocier de l'impact personnel que ça engendre aussi. Et être soignant, c'est aussi rentrer chez soi, revoir ses enfants, revoir ses proches, avec peut-être la crainte d'être soi-même atteint par le virus. Et donc, ça nécessite de se réinventer, de remettre en place de nouvelles façons de vivre chez soi. Et donc, cette accumulation de fatigue physique et de fatigue émotionnelle fait que au bout d'un moment, on a tous un stock de ressources et qu'au bout d'un moment, ce stock Ces ressources s'épuisent. Ces ressources sont épuisées. Alors, en plus, préalablement, si on n'allait pas bien, parce que des gens n'allaient pas bien avant la crise, et on sait que l'hôpital n'allait pas forcément non plus très bien avant la crise, eh bien, si on est déjà vulnérable avant la crise, on sait que des situations comme ça rendent encore la souffrance plus difficile à gérer. Plus difficiles, peuvent même précipiter certaines choses qui peuvent être encore plus dramatiques. Bah écoute, c'est passionnant. Donc effectivement, tu parles de la vulnérabilité, de notre système personnel, de la capacité d'adaptation au travail qu'on nous demande d'avoir, plus la capacité d'adaptation personnelle à la maison, capacité qui n'est pas inextensible et donc qui engendre derrière effectivement potentiellement un mauvais vécu ou en tout cas des conséquences... Des conséquences difficiles et qui en plus ne seront pas toujours directes ou conscientes, c'est-à-dire qu'elles vont se manifester par le comportement et on a repéré des choses très très simples, mais comme un sommeil de mauvaise qualité, comme une irritabilité plus fréquente, des accès de colère ou d'emportement, et puis dans certains cas un recours aussi à des addictions plus importantes. Ouais, effectivement, je me suis vu rentrer à la maison de temps en temps avec des colères inexpliquées ou inexplicables parce que un truc n'était pas rangé ou parce que mon ordinateur déconnait, par exemple. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations et ces explications. Une dernière petite question au passage. Toi, est-ce que tu as vu des mécanismes d'adaptation personnelle, collectif ou d'autres moyens d'adaptation intéressants au cours de cette crise chez le personnel soignant? Bien sûr. Et tout le monde a, je dirais, mobilisé ses capacités d'adaptation. Et ce que je disais, c'est que ça devient problématique quand elles sont dépassées. Mais sur un plan individuel, ce qui était très important et ce que nous, on essayait de solliciter ou d'accompagner les soignants, c'était de leur dire qu'il fallait revenir à des choses très très élémentaires en structurant sa journée. Dans les moments de crise, dans les moments d'épuisement, et bien parfois on oublie de manger, on oublie de boire, on oublie de s'asseoir, on oublie de se poser. Essayer de se concentrer aussi sur des activités assez reposantes, apaisantes, essayer de reprendre du plaisir aussi dans ces moments un peu de pause qui étaient très rares pour les soignants. Et puis sur un plan collectif, on a vu qu'au sein des équipes sont montés finalement des moments de débriefing, des moments où les soignants se regroupaient entre eux, pouvaient parler de leurs émotions, pouvaient parfois pleurer aussi par rapport à ces vécus. Et on se rend compte que quand on partage une expérience commune, quand on met des mots sur une expérience commune, ça permet de la vivre de façon plus apaisée. Très bien. Écoute... Est-ce que dans une question bonus pour toi, parce que c'est tellement intéressant que je ne peux pas m'en empêcher, quelle initiative tu as vu émerger, vous, du côté des soignants psychiatriques, pour venir aider les soignants qui n'étaient pas forcément... les soignants qui étaient dans les soins ou dans le somatique, pour parler
Alors, on a mis en place, ça s'est joué à différents niveaux. La première chose qu'on a ouverte, c'était une plateforme téléphonique avec ligne téléphonique qui était ouverte du lundi au dimanche, où les soignants pouvaient nous contacter via la diffusion d'un numéro. Suite à un appel, ça pouvait donner lieu à une consultation individuelle si quelqu'un en ressentait le besoin. Mais on partait aussi pour un principe assez important, c'est qu'il est extrêmement difficile pour un soignant de demander de l'aide, de se rendre compte que la situation est difficile, ou alors même faire un peu cet aveu de faiblesse en disant qu'il va mal. Et donc pour essayer de contrer un petit peu ces mécanismes qu'on connaît depuis longtemps, et qu'on connaît malheureusement depuis longtemps, eh bien on a aussi décidé d'organiser ce qu'on appelait des maraudes, alors des passages dans les services pour aller véritablement à la rencontre des soignants lors de leur moment de pause, lors de leur moment où ils pouvaient aussi avec nous s'asseoir un petit peu pour discuter. Et ça, pour nous, on a trouvé que ça a eu un retour assez positif parce que dans ces moments-là, les soignants arrivaient à parler et à libérer la parole. À libérer la parole, ouais, effectivement. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pierre. Cette interview va malheureusement bientôt s'achever. On va repartir sur les dernières questions, qui sont les questions cash, Pierre, que tu n'as pas préparées. Le principe est assez simple. Je te pose une question, tu essaies de répondre le plus vite possible, sans trop réfléchir. Première question pour toi, Pierre. Selon ton expérience, quels sont les éléments qui ressortiront positifs de cette crise ? Enfin, quels éléments positifs ressortiront de cette crise, pardon ? Moi, je garde quand même en tête une image assez extraordinaire de la mobilisation des soignants. Alors, quand je dis soignants, c'est du personnel hospitalier, de la personne qui nettoie les chambres aux professeurs. Tout le monde a su se mobiliser de façon extraordinaire. Et donc ça, c'était vraiment une image forte pour moi. Et puis peut-être, je dirais sur un plan là plus personnel, mais partagé par mes confrères psychiatres, et c'est de se dire peut-être qu'il est temps aujourd'hui que nous soignants, on apprenne à prendre soin de nous pour mieux et bien prendre soin des autres. Très bien, c'est une excellente chose, excellente remarque. C'est la première fois qu'on l'entend celle-là. Deuxième question pour toi. Alors, on est dans la période de déconfinement, on est passé en zone verte depuis bien longtemps. Du coup, quelle a été la première chose que tu as faite ou que tu as voulu faire lors du déconfinement, Pierre ? Alors dans la région, nous, le déconfinement a lieu en 2 phases. La première phase, c'était d'aller sur la côte voir la mer. Et la deuxième phase, après l'ouverture des cafés et des bars, c'était d'aller boire un coup avec ma famille et mes proches. Ok, très bien. Je voulais te poser une troisième question. Quel livre as-tu lu pour t'occuper pendant le confinement ? Tiens. Alors moi, j'ai pas connu le confinement parce que j'étais à l'hôpital c'est vrai que, très très régulièrement et quand je rentrais, c'était difficile de me mettre dans un livre et j'ai lu des BD, notamment un manga, Le Quartier Lointain, qui m'a fait beaucoup de bien, qui était très reposant. Ok. Enfin, une dernière et ultime question pour toi, Pierre. Une musique ou un artiste que tu aimes bien qui décrit parfaitement la situation ou qui a décrit parfaitement la situation ? Je garde en tête peut-être Exit Music for a Film de Radiohead, en se disant qu'on avait tous envie que ça s'arrête un moment et qu'on sorte de ce mauvais film. Merci beaucoup pour cette interview, c'était passionnant. Je t'en prie, merci à toi. On essaiera de se revoir bientôt avec peut-être du personnel paramédical qui t'a accompagné pendant la crise. En tout cas, je remercie toujours les gens qui continuent à nous suivre sur ce podcast. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, leblogcast@gmail.com, et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram. And get dressed before your father